Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. La scène politique marocaine est dominée depuis 2021 par le RNI. Le RNI présidé par Aziz Akhennouch, l'homme d'affaires casablancais, entré en politique depuis une vingtaine d'années, et même un peu plus, a imprimé son style personnel d'entrepreneur à sa formation, et cela lui a valu les succès qu'on sait. Mais l'annonce de son départ change la donne au sein du RNI et rebat aussi les cartes du champ politique. Jusque-là, les choses étaient bien rangées, avec une majorité ramassée et disciplinée, une opposition prolifique, dispersée et éparse, c'était clair. Et cela s'est vu et ressenti durant les 4 années et demie de cette mandature. Que se passera-t-il donc maintenant, à 8 mois des élections législatives? On peut attendre un changement de comportement au sein de la majorité, PAM et Istiqlal voulant certainement reprendre leur autonomie, mais aussi dans l'opposition où les états-majors travaillent déjà à cette nouvelle configuration. On essaiera d'examiner et d'analyser la scène politique en cette période particulière avec nos deux invités qui ont accepté gentiment et aimablement d'être avec nous. Si Mohamed Zainabi, bonsoir, merci d'avoir accepté. Bonsoir. Merci Pour l'invitation. Vous êtes rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc. Si Reda Mouhsine, bonsoir à vous aussi. Aziz. Et merci à vous aussi. Merci à vous. Vous êtes journaliste à Finance News, journaliste politique. Mesdames, messieurs, comme d'habitude, on va vous proposer donc ce sujet préparé par la rédaction. On se retrouve juste après pour le commenter et entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. À quelques mois des prochaines échéances électorales, la scène politique marocaine entre dans une phase décisive. Après plusieurs années marquées par des crises sanitaires, économiques et sociales, une interrogation centrale s'impose. Une fois les lois électorales et partisanes adoptées, assiste-t-on à une véritable réforme de la classe politique, à une simple recomposition ou à de modestes ajustements de façade? La majorité gouvernementale, conduite depuis 2021 par le RNI, arrive au terme de son mandat. Le départ d'Aziz Akhennouch de la direction du parti dépasse le cadre interne du RNI. Il peut marquer la fin d'un cycle politique et relancer le débat sur la personnalisation du leadership, l'équilibre entre les partis et leur capacité à se renouveler et à s'institutionnaliser face aux défis des 5 prochaines années. Dans le même temps, les partenaires de la majorité, le PAM et l'Istiqlal, cherchent à affirmer leur identité propre entre solidarité gouvernementale et repositionnement stratégique en vue des prochaines élections. La majorité repose-t-elle encore sur une vision politique partagée ou sur une gestion pragmatique de l'attente? En face, l'opposition peine à imposer un récit alternatif structurant. Est-elle réellement affaiblie ou contrainte par un rétrécissement des marges politiques? Le Parlement joue-t-il toujours pleinement son rôle de débat, de contrôle et de proposition? Et comment comprendre l'évolution des partis comme le PJD, engagés entre reconstruction interne et quête d'un nouveau positionnement? Au-delà des partis, c'est le lien entre citoyens et politiques qui est en jeu. Les Marocains attendent-ils encore des projets et des visions de long terme ou privilégient-ils désormais la compétence et l'efficacité? Le renouvellement générationnel annoncé est-il réel ou seulement cosmétique? C'est à ces questions que nous nous proposons de répondre en analysant sans complaisance les dynamiques à l'œuvre et la capacité du champ politique à répondre aux attentes citoyennes à l'approche de ces élections. Retour plateau. C'est Mohamed Zainabi, un commentaire? Alors, le fait d'actualité retentissant est à coup sûr le départ annoncé d'Aziz Akhennouch. On s'y attendait un petit peu, il faut le dire. Mais... Ah bon? Ouais, moi, je ne m'y attendais pas vraiment. On s'y attendait quand même, hein, vu la contestation qu'il y avait, vu la marche de la démocratie marocaine, hein, toute relative certes, etc. Mais il y avait quand même des signaux que les choses ne pouvaient pas s'éterniser comme ça, avec un parti porté par une personne contre, à part son allié de l'Istiqlal, contre tous et contre... parfois, il y a eu des contestations, cette question de conflit d'intérêts, etc. Il fallait tourner cette page. Aujourd'hui, de toutes les façons, aujourd'hui, cette page sera tournée. Qu'est-ce qu'elle apporte comme signal? Qu'un changement reste possible, qui pourrait prendre certains par surprise, mais reste possible, cela interpelle les autres partis.
de l'opposition, comme ceux de la majorité. On peut considérer que Nizar Baraka est encore jeune dans son poste, mais plusieurs chefs de parti aujourd'hui se trouvent interpellés et les regards sont tous tournés vers eux. Je peux parler de Driss Lchgar, je peux parler de Nabil Ben Abdallah, par exemple. Tout. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. Les autres sont, comme vous l'avez dit pour Nizar Baraka, plutôt jeunes dans leur poste. Il y a un renouvellement de la classe politique, on peut pas, des dirigeants politiques. Voilà, le renouvellement des dirigeants politiques, on peut parler aussi du mouvement populaire qui a changé de tête, mais a-t-il changé de discours, de méthode de travail? Effectivement, voilà. on va y aller. Reda Bouhsine, alors, Mohamed Zeinabi nous dit qu'il s'attendait quelque part à ça, je ne sais pas si vous souscrivez à ça. Il s'y attendait, moi je ne m'y attendais pas du tout, et je pense que beaucoup d'observateurs ne s'y attendaient pas. Puisque moi non plus, on se souvient que Aziz Akhnouch était quasiment en campagne quelques semaines avant, à travers un discours, je me souviens, à Rachidia. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a présenté sa démission. Maintenant, ça ouvre la voie vers que deviendra le RNI. Récemment, on a entendu que M. Chawri allait se présenter seul pour la succession de Aziz Akhnouch. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le même gabarit politique entre les deux personnages. On a du mal à voir comment le RNI pourra résister au départ de Akhnouch. Est-ce qu'il aura les capacités de remporter les prochaines élections? Moi, j'ai des doutes. En même temps, je me demande aussi, pour les partis qui constituent la majorité, que va faire l'Istiqlal, que va faire le PAM? J'ai l'impression que l'Istiqlal aujourd'hui est bien placé. C'est l'un des partis, on va dire, qui ont suscité le moins de polémiques pendant ce mandat gouvernemental. Il ne fait pas toujours bon d'être favori. Pour l'instant. Vous voyez de quoi je parle? Ce n'est pas toujours une situation d'avenir. Il ne faut pas être Madame Irma, mais... Effectivement. Et puis l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fragmentée. Fragmentée, exactement. Voilà. Dispersé. Bon, ça lui arrive de pouvoir se réunir sur certaines choses. Alors, Mohamed Zeinabi, en 5 ans, on peut dire que le Maroc a beaucoup changé. À tout point de vue, aussi bien sur les plans économiques, social, mais bon, politique, il y a eu des choses. Et puis, sur le plan sociétal, il y a eu des changements. Est-ce que vous pensez, c'est la même question pour vous deux, est-ce que vous pensez que la classe politique dans son ensemble a pris la mesure de cette transformation, de cette évolution, ou elle continue à agir et à réagir comme d'habitude? Alors, notre classe politique, pour la juger, il faut aller là où elle est la plus visible. Et c'est au Parlement qu'on voit le plus s'exprimer nos forces politiques. Tels qu'ils le font et tels qu'ils continuent à le faire, c'est malheureusement un cirque qui tourne parfois au ridicule et qui passe souvent, l'expression, et qui passe souvent à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ce sont les attentes des citoyens. Et c'est maintenant que ces partis vont revenir à l'essentiel, vont recommencer à promettre l'amélioration de la santé, à penser à l'éducation, etc. Alors qu'on les voit se chamailler sur une prise de parole, arrêter une séance parce qu'il y a eu un mot de trop, en venir aux mains parfois. C'est dommageable. C'est cette image véhiculée en direct par notre chaîne nationale auprès des citoyens, que les citoyens gardent en tête, malheureusement. Parce qu'il y a cassure entre le politique, qui est censé être l'homme, la femme de l'action et de la proximité avec le citoyen, qui parle son langage, qui va s'enquérir de ses besoins au quotidien, et le professionnel politique, le professionnel opportuniste de politique, et malheureusement, notre champ politique, ce n'est pas encore, voilà, on va les flageller, on va encore taper sur le politique pour le décrédibiliser, etc. On est en train de dresser un constat pour pousser ces politiques. Alors, est-ce qu'il y a prise de conscience de l'évolution de la société? Certainement, parce que ces hommes politiques, ces femmes politiques,
je présume qu'ils ont de la famille, où il y a des jeunes, ils ont des enfants pour certaines. Et donc, ils voient comment les jeunes s'expriment sur les réseaux sociaux, quelles sont les attentes. Et d'ailleurs, ils ont dû prendre conscience de la cassure qu'ils ont avec les jeunes quand il y a eu le mouvement Gen Z. Mais je n'ai pas l'impression, sur les faits, sur l'action politique, qu'il y a un changement de discours, de méthode. Alors, deux remarques. Si j'ai parlé, j'ai cité Sa Majesté Hassan II, Allah yarhamou, c'est parce que, pour montrer que ce qui se disait à la fin, dans les années 90 sur cirque, vous avez utilisé le terme cirque, ça continue, donc il n'y a pas grand changement. Et deuxièmement, et ça, je voulais le dire, je ne peux pas m'empêcher de le dire, ils se chamaillent au Parlement, ils refusent de se chamailler sur les plateaux télé, les plateaux radio, de se rencontrer en face devant un journaliste et pas devant un de leurs pairs, PAIRS, qui va aller dans leur sens. Pour vous, la même question, la classe politique, est-ce qu'elle évolue Donc déjà, il faut rappeler qu'en 5 ans, le Maroc a beaucoup changé. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu une marginalisation de la classe moyenne, avec l'inflation, avec le contexte géopolitique. Il y a eu aussi récemment les manifestations de la jeunesse en octobre. Et à chaque moment critique comme ceux que je viens de citer, le gouvernement n'a fait que réagir, qui n'a jamais anticipé ces problématiques-là. Et le problème, c'est que le discours politique aujourd'hui, il a été technicisé, il est devenu technocratique, il n'est plus politique. Le gouvernement ne donne pas de projet. Donc, et à mon avis, c'est cela qu'il faut revoir chez nos politiques, essayer de devenir des forces de proposition et de donner des projets concrets auxquels les citoyens peuvent... En gros, une nouvelle génération arrive, une nouvelle génération qui a besoin de projets, politique, qui a besoin de vision, de perspectives. Et elle se retrouve avec des politiques, c'est ce que... Voilà, nous on a fait exactement, qui manie, non, qui gère sur le plan rhétorique, qui manie le verbe, et qui sont en manque... qui sont en manque d'inspiration pour trouver de nouvelles pistes, par exemple, pour répondre à les problèmes de la santé. Il faut aller benchmarker et venir avec des propositions concrètes pour dire on pourrait faire mieux comme ça. Tout le monde maintenant dénigre, critique le système de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, etc. Peu de partis proposent des alternatives, viennent avec des cas concrets de dérives, d'entraves, etc. et des propositions pour y remédier. Il y a du verbillage, beaucoup de verbillage qui enfonce un peu plus nos partis politiques dans le fossé où ils se trouvent. Alors, est-ce que c'est propre à la scène politique marocaine ? Je dirais que non. Nous vivons dans un monde où il y a une crise d'idées, politiques notamment. Et les idées se renouvellent, pas seulement par les politiques, mais aussi par les intellectuels de chaque pays. Et nos intellectuels au Maroc sont eux aussi, il y a aussi une cassure. L'intelligentsia. L'intelligentsia d'une manière générale, il y a une cassure. Parce que la chose politique devient presque dans notre pays... Ah non, il y a trop de dérapage, il y a trop de magouilles, il y a trop de... etc. Je ne m'en approche pas. Les jeunes commencent eux aussi, alors qu'ils sont les porteurs de l'espoir du pays, commencent à porter ce discours. Non, je n'adhère pas à un parti en présence parce qu'il ne me représente pas, parce qu'il y a trop de chfara, il y a trop de voleurs, il y a trop de... Non. Alors, c'est un message que l'on doit ici adresser aux jeunes. On ne peut pas changer le cours de l'histoire politique sans faire de la politique. C'est-à-dire, si vous permettez, la jeunesse ne s'est pas dépolitisée, elle s'est départinisée. Si on se souvient, pendant les manifestations du 20 février, beaucoup de ces jeunes-là étaient dans des partis politiques, notamment de la gauche radicale. Les manifestations d'octobre dernier, ils étaient absolument dans aucun parti. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement des jeunes ils avaient une culture politique, oui, mais ils n'étaient pas sous la tutelle de quelques jeunesses partisanes.
Alors, ils ne sont pas apolitiques, ils sont vous voulez rentrer là-dedans? Ok, moi je suis studieux, j'ai préparé mon sujet, mais là on part sur une autre question. D'abord, il y a une idée qui revient, comme un marronnier, bon, on est journaliste, c'est l'idée que les intellectuels sont en retrait. Peut-être sur les médias, mais pas sur les réseaux. On voit un tas de personnes parler, que ce soit en podcast, que ce soit en écrit, que ce soit sur n'importe quel réseau. Encore faut-il que les partis politiques aillent sur les réseaux pour... La deuxième, les partis politiques, est-ce qu'on peut leur reprocher de ne pas véritablement être à l'écoute de la société, parce que ce n'est pas vraiment le cas, vu que la société ne vote pas. Quand on a des taux de participation de 45, de 50%, 50 pile en 2021, si on ne vote pas, vous l'avez dit, c'est Mohamed Zainabi, si on veut que la politique change, pour faire de la politique, et pour faire de la politique, il faut voter. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment qu'il y a quelque part de la part de la société aussi une responsabilité? Cela révèle une crise de confiance, tout simplement. Il faut que la confiance soit rétablie chez il faut que la confiance soit rétablie, ou là qu'on ait voté, même s'il faut voter blanc, s'il le faut, pour que la confiance... C'est Jean Lalbeda qui commence. Il faut un message fort. Je pense que le retrait d'Aziz Akhannouch est un de ces messages forts. Oui, je reviens à vous pour rapidement sur cette question de responsabilité d'intellectuel. Mais avant de voter, il faut adhérer au parti, il faut faire de la politique au sein des partis, il faut aller voir ce qui se passe au sein... Pas spécialement, c'est Mohamed Non, c'est très important. Autorisant des listes de non-partisans. Non, c'est très important. Voter, oui. Bien sûr, c'est le geste, c'est le devoir citoyen, c'est un devoir citoyen qu'il faut exercer. Et c'est comme ça qu'on change les choses. Parce que les Marocains les jeunes doivent comprendre que si demain un parti vienne en tête, etc., et qu'ils décidaient de les faire payer leurs parents pour leur scolarité, ça passera au Parlement et leurs parents passeront à la caisse. Donc, et si on veut que cela n'arrive pas, il faut avoir quand même de la décision représentative des jeunes au sein des partis. C'est ça ce que je veux dire. C'est voter, oui, mais faire de la politique au sein des partis, c'est aussi une bonne chose à faire si l'on voulait changer le cours des choses. Le vote, maintenant, il y a des listes... Des encouragements, des listes qui vont etc. être des listes non partisanes, donc sans appartenance politique, qui a plus de facilité à créer des partis. Mabroche, comme on dit. Alors, je reviens à vous. Depuis tout à l'heure, vous tournez autour de cette histoire du départ de Aziz Akhannouch. Est-ce que ça marque vraiment la fin d'un cycle politique ou alors c'est simplement un changement de figure? Non, c'est quand même... c'est la fin d'une époque. C'est le départ de quelqu'un qui a personnalisé à lui tout seul la majorité gouvernementale et son propre parti. Il l'a personnalisé au niveau financier, au niveau logistique, au niveau de la discipline. C'est pour cela que son départ ouvre la voie à toutes les éventualités. Moi, je mets au défi quiconque de me dire qui va demain remporter les prochaines élections. C'est en cela que c'est très important. Ça veut dire que s'il était resté en poste, c'est lui qui aurait remporté? Je pense qu'il avait encore des chances, oui. Vous pensez la même chose? S'il était resté en poste, probablement, parce qu'il a instauré une méthode très cartésienne, pragmatique pour gagner les élections. Conquérir les réseaux sociaux sur le terrain avec la caravane, etc. Il faut dire que méthodiquement, certains partis politiques pourraient bien s'inspirer des méthodes d'Akhannouch pour progresser en matière de nombre de votes. En fait, il n'a rien inventé, il a repris les méthodes des démocraties plus avancées que les nôtres avec des méthodes scientifiques, des méthodes entrepreneuriales pour travailler une élection. Mais on le voit bien. Mais ce n'est pas en appliquant ces méthodes que l'on pourrait, en tout cas, rester longtemps à la tête d'un parti. On peut arriver à gagner une élection, mais après... Mais après, les choses... Alors, maintenant, est-ce que c'est un électrochoc pour l'échiquier ronronnant national? Oui, bien sûr. Et ce matin, j'entendais s'exprimer, par exemple, Nabil Abdellah, qui a reçu le message et qui dit « Moi-même, je suis interpellé ». Voilà, j'espère que Driss El-Jgar, par exemple, on dira de même. Mais, encore une fois, ce n'est pas en changeant des têtes que l'on changera de politique. Par exemple, on a vu le changement à la tête du mouvement populaire. Qu'est-ce qu'il a apporté au mouvement populaire, à part encore un peu plus de populisme? C'est vous qui le dites, le populisme. On vit une époque de populisme, malheureusement, avec les réseaux sociaux. Je pense que malgré eux, ils doivent faire un peu de populisme pour
pour gagner Encore en espace médiatique. Le coupler avec de l'action concrète. Aujourd'hui, il y a, on entend ici et là, après la fin de la CAN, etc., qu'il y a des gens qui demandent une route, d'autres qui demandent de choses simples, un centre de santé, etc. Mais pourquoi ces gens doivent recourir aux réseaux sociaux pour s'assurer une visibilité auprès des politiques? S'il y avait un parti politique représentatif qui fasse réellement de la proximité, on n'en serait pas là, par exemple. Moi, je suis quand même étonné, mes chers confrères, de cette question. Vous revenez là-dessus tous les deux sur la notion de populisme. Dans populisme, la racine, c'est peuple. Le peuple se retrouve sur les réseaux sociaux. Dans tous les pays du monde où il y a des démocraties actives, ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est un terme qui a été galvaudé. Clairement. Le populisme. Oui, le populisme. Populisme. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Il ne s'exprime plus sur la presse. C'est rare, conférence de presse, mais c'est toujours sur son réseau social. En France, en Espagne, en Royaume-Uni, partout, ce qui se passe... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est là-bas où on va rencontrer sa population. Mais encore faut-il que... Galvaudé, justement, il va nous expliquer. Là, c'est très galvaudé. Moi, par populisme, par exemple, en parlant... Vous avez certainement entendu la réaction de Ouzine par rapport à un média. Il a utilisé, il a usé et abusé même de l'insulte. C'est pas digne d'un... Au Parlement, ce qui n'était pas véritablement l'endroit. Digne d'un chef de parti. Utiliser ça comme une insulte, c'était pas d'ailleurs... c'est de ce populisme bas et vil dont je parle. Pardon, c'est de ce populisme-là. Voilà. Effectivement, vous parlez du galvaudage. Le galvaudage, la galvaudage. Oui, non, comme vous avez dit, le populisme à la base n'est pas censé être péjoratif. Donc quelqu'un qui fait le populisme, c'est pour s'approcher plus du peuple, faire un discours qui soit audible auprès du peuple. Trump, il fait du populisme, mais Macron aussi fait du populisme quand tous les jours il se filme dans des lives sur son compte Twitter, ou bien Mélenchon, il fait du populisme de gauche, par exemple. Donc, à mon avis, il y a une différence entre populisme et démagogie. Là, on peut dire... Exactement. Il y a des partis, il y a des hommes politiques qui sont démagogiques. Oui. Mais populiste, on peut être populiste dans le bon sens. En fait, en gros, un démagogue, c'est quelqu'un qui ment, et un populiste, c'est quelqu'un qui dit au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Exactement. Et qu'on peut définir les choses comme ça. Exactement. Effectivement. Donc, mais est-ce que vous pensez que le RNI survivra à ça? Rapidement. Oui, parce que... Allez-y. Non, mais... Le RNI, il a toujours survécu. Pardon? Le RNI il a été construit pour survivre contre vents et marées. Ici, il a survécu à 2011, il survivra encore aujourd'hui. Et il pourrait faire ou défaire des majorités, ne l'oublions pas. Même dans les circonstances actuelles. Comment vous voyez la reconfiguration du champ politique maintenant à l'aune de ce coup de tonnerre? Parce que c'était un coup de tonnerre, on l'a dit, on est d'accord. La reconfiguration du champ politique, sachant qu'en 2020, je le dis toujours, je reviens toujours là-dessus, en 2020, un an avant les élections, il y avait un pacte, PAM, PPR. Enfin, un pacte, il y avait, disons, je ne sais pas si on peut appeler... une Koutla élargie au PAM. Là, mais chez Koutla, l'Istiqlal, PAM et PPS avaient contracté, allez, on va dire, une alliance non écrite, mais une alliance quand même. Un an après, on a vu que le Istiqlal était entré au gouvernement. Est-ce que vous voyez une reconfiguration type Koutla, une reconfiguration type Koutla élargie avec un MP, avec un PJD? Est-ce que vous voyez une reconduction comme ça, c'est-à-dire en changeant, comme les chaises musicales, le deuxième deviendra premier ou troisième? C'est une occasion pour les partis historiques marocains de reprendre l'initiative. Je pense qu'on a eu notre temps un peu technocratique avec le RNI. Je pense que les gens attendent plus de discours politiques et, à mon avis, une alliance d'anciens partis de la Koutla avec le PAM. Parce que le PAM, on ne sait pas s'il est technocratique ou politique, puisqu'il a en son sein beaucoup d'anciens membres de partis politiques historiques. Donc c'est une bonne fenêtre pour eux s'ils arrivent à s'associer. Koutla, PAM, ça vous parle? C'est ce que dit Reda? Alors l'expérience nous a montré que les calculs... les plus jeunes, c'est USFP, PPS et Istiqlal. Et on peut dire FGD aussi. Exactement, mais FGD, maintenant... Globalement, parce qu'il y a eu l'ADP qui passait... Les calculs
Je pense qu'il est trop prématuré parce qu'on devra attendre qui arrivera à la tête. Est-ce que le Chgar campera sur ses positions, lui qui ne sait plus sur quel pied danser, tantôt opposition, tantôt proche du parti au gouvernement sur certaines décisions. C'est ça ce qui jette du flou et qui ne donne pas véritablement de visibilité. Mais logiquement, parce que peut-être c'est une question à poser. Qui pourrait coaliser aujourd'hui avec qui? Tout le monde pourrait coaliser, parce que le PPS a coalisé avec le PJD. À partir de là, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Tout est possible. Ça sera des calculs électoralistes plutôt qu'autre chose. Vous ne pensez pas qu'il y a... Parfois, on saupoudre de certaines définitions qui ne sont peut-être pas toujours très bonnes, genre les fameux clivages entre les partis. Bon, en Europe, ça a été créé par les Français, je pense, gauche-droite. On parle de gauche-droite, on parle de progressiste-moderniste, on parle de parti politique, sous-entendu mouvement national, parti de l'administration, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, même aussi on a une idée. Est-ce que vous pensez que ce genre d'étiquetage est utile dans notre configuration politique à Oulela? Il est utile dans la forme, théoriquement, mais je pense que le vrai clivage au Maroc, il se situe au niveau... On va dire qu'il y a deux forces politiques, ou deux nuages cloud politiques. Il y a les partis dits de notables, RNI, MP, UC, et des partis politiques, avec une formation politique, avec des structures politiques, avec une jeunesse politisée, c'est-à-dire qu'on commence dans la jeunesse, on monte au Conseil national. Et là, je parle des partis historiques, bien sûr, et le PJD aussi. À mon avis, là, il y a un clivage entre deux formes de faire de la politique. Oui, progressiste ou conservateur, mais le problème, c'est par exemple le PJD, il est clairement islamiste, conservateur, qui proclame sa doctrine comme telle, défend des positions de conservateur, au moins il est clair. Le problème, c'est que d'autres partis tentent de récupérer même cet aspect-là, le voyons marcher sur certaines sphères de la population. Alors, c'est aux partis de clarifier leur position. C'est aux partis de nous donner leur définition de ce que c'est que le progrès social, de ce que c'est que le conservatisme, on le sait. Mais il y a un flou. Aujourd'hui, il n'y a pas de droite, de gauche, de progressiste. Sur la Moudawana, est-ce qu'il y a eu, par exemple, un véritable débat? Quelqu'un qui dirait « Moi, je suis pour l'égalité majoritaire RNI ». Je suis pour l'égalité de l'héritage. Sur l'avortement aussi, qui avait débuté il y a 4 ans. L'avortement, ça fait 10 ans que Sa Majesté avait et sur ces questions-là, ça fait 11 ans. C'est là où on voit s'il y a des partis, s'il y a des idéologies. Donc finalement, comme chez conservateur. Mais voilà, c'est pour cela qu'il serait difficile de choisir des camps et de les définir, les identifier. Ils ne sont pas véritablement identifiables. Alors, peut-être qu'on peut expliquer ça d'une certaine manière, c'est que les partis politiques qui sont là, il y a un renouvellement, on est d'accord sur le fait qu'il y a un renouvellement. Par la nature des choses, obligatoirement. Des patrons de partis, de certains de leurs états-majors, il y a un renouvellement, mais est-ce que ce renouvellement reflète véritablement un renouvellement générationnel, ou alors, par exemple, sur le RNI? Pour expliquer ma pensée, pour préciser ma pensée ou ma question. Au RNI, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Aziz Akhannouch, mais il y a beaucoup de noms, des jeunes, totalement inconnus il y a 4-5 ans, qui sont devenus connus, dont le secrétaire d'État Hassan Saadi, il y a Youssef Chiri, il y a Yasmine Lemrouar. Ce sont des noms qui n'étaient pas connus. Alors, est-ce que vous pensez que ce renouvellement qui est en train de se faire reflète véritablement la jeune société, notre jeunesse? Bon, le cas du RNI est particulier parce que Akhannouch, il avait une légitimité au sein de son parti. Il avait le pouvoir, justement, de placer, on va dire, ses boys. Maintenant, comment ça se passe dans les autres partis? Ça se passe... chaque parti... Moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites renouvellement. Parce que moi, le citoyen, qu'est-ce qu'il voit en premier lieu? Il voit qui dirige un parti. L'USFP, il voit que c'est Driss Chgar. Depuis une quinzaine d'années, il dirige le parti. Le PPS, c'est Nabil Ben Abdallah. Pareil, c'est plus depuis quand. Vous avez cité les deux, les deux dont on parle, qui sont là depuis 10 ans, 12 ans. Les autres ont tous moins de 10 ans.
C'est pour ça que je vous dis renouvellement des patrons. C'est-à-dire, quelqu'un comme Ouzine, c'est un ancien du MP, il est de la famille politique, même de la famille, on va dire, Ben Kiran, il est là depuis des lustres. Les gens, ils ne veulent plus voir les mêmes personnes, même ceux qui constituent les politbureaux des partis politiques, ils veulent voir vraiment des personnes qui viennent de la société civile, de nouveaux visages. Mohamed Chouki. Voilà. Il n'est pas connu par le grand public. Mais non, les gens veulent voir des gens qui ont brillé ailleurs, par exemple dans les manifestations d'octobre, ou qui soient compétents dans certains domaines. Mais comment ils vont devenir chefs de parti s'ils sont... Alors, je suis votre raisonnement, Reda Bouhsine. Effectivement, l'idée est intéressante. Mais est-ce que les partis ont encore une popularité auprès de la population? C'est ça. Peut-être que les gens veulent voir d'autres partis politiques naître. C'est ça. C'est aussi une alternative. Mais avec le nombre de partis que nous avons au Maroc, on ne va pas en finir. Mais t'as dit, il faut tordre le cou à cette idée. On a 34, 35, 36 partis, j'en sais rien. En Espagne, c'est 400. En exactement, France, c'est 600. je sais. En Tunisie, c'est 300. Ça va, on est à 34, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup, mais... Justement, on parle de reconfiguration, etc. Quand on ne voit pas de nouveaux discours émerger, etc., la crainte, c'est de reproduire toujours les mêmes choses. On change de tête, mais on ne change pas d'idées. Et aujourd'hui, le pays, pour avancer, a besoin d'idées nouvelles concernant des choses pratiques, aussi pratiques que le système de santé. Pourquoi on n'a pas encore passé la réforme de la retraite ? C'est parce que, voilà, on s'empêtre dans les mêmes... depuis que Jeto a mis ce dossier sur la table, il traîne toujours. On a parlé de la question de la Moudawana. Certains disent que ce n'était pas pour la politiser, mais c'est un sujet fondamentalement politique. Et quoi qu'on dise, le prochain gouvernement devra se saisir de ce dossier pour le passer ou le refuser ou l'amender. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin de politiques hommes, femmes, d'engagement. Aujourd'hui, quel est l'homme ou la femme politique ? Ils sont rares, certains le font. Il ne faut pas non plus jeter le propre sur tout le monde. Qui sont capables d'aller comme ça, rencontrer des jeunes d'une manière spontanée, leur parler, ouvrir un dialogue avec eux, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Qui c'est qui l'a fait ? Ben Abdallah, mais on lui a jeté une pierre sur la tête. Voilà, par exemple. Ouais, malheureusement, on voit ces personnes-là que durant les campagnes électorales. Exactement. C'est ça ce que les gens leur reprochent. On ne les voit jamais, on les voit que quand il y a une campagne électorale. Et cette pratique de la politique doit changer. En fait, et on a vu qu'il y a une soif de débat politique. On l'a tous expérimenté quand on est invité dans une émission, par exemple, sur les réseaux ou quelque chose. Le nombre de personnes qui posent des questions, qui interagissent. Les vidéos que je vois, ce n'est pas les chefs de partis politiques qui vont parler aux citoyens. Moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est des qaïds, c'est des gouverneurs qui vont voir les gens et leur parler. Et ça, c'est en fait, ce que ça veut dire, Reda, c'est que les gens ont envie de parler et ont besoin d'être écoutés. Et quand il y a un vide politique, c'est l'administratif qui prend la relève. C'est un problème. Mais c'est dangereux parce que... faute de ce qu'on appelle d'organisation ou d'organisme intermédiaire, sur certaines grandes questions, la population, le peuple s'est retrouvé en attente d'une réponse du roi. Alors, pourquoi ? Parce que les partis sont aux abonnés absents. Ils n'ont toujours pas fait leur histoire de corps intermédiaire. Pour autant, on peut dire à leur décharge que l'Istiqlal et les Baraka ont été vers les jeunes, que Ben Abdallah a été vers les jeunes, que le PAM a été avec sa génération en 2030. Après, pas de jugement de valeur, ils ont raison, ils font bien, ils font pas bien, mais ils y vont quand même maintenant. La manière de se faire entendre et d'enlever cette étiquette de, vous avez dit ça tout à l'heure, Kulchi Shfar, Kulchi incompétent. Il faudrait vraiment changer cette image et changer la perception. Parce que certainement, si le pays marche et qu'on est en paix sociale, etc., c'est qu'il y a des choses qui marchent. Mais il manque des gens pour les mettre en valeur.
Alors, comment ça se fait, comment ça se fait que l'opposition avait un boulevard devant elle? Donc, on a une opposition avec le tiers de l'effectif de la Chambre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire grand-chose, mais il y avait quand même beaucoup de choses sur lesquelles elle pouvait s'exprimer. Maintenant, j'avais dit en ouverture, elle est dispersée, elle est émiettée, elle ne s'est jamais mise d'accord que quand il y avait des intérêts en jeu derrière. Comment expliquer que l'opposition est inaudible, a été inaudible depuis 4-5 ans? Est-ce qu'elle a été écrasée par la force de la majorité? Déjà, elle a été, comme vous avez dit, Aziz, elle a été écrasée puisqu'elle est très minoritaire en termes de nombre. Et puis, vous avez dit l'opposition, moi je parlerai plutôt de les oppositions, parce qu'on a d'un côté des partis d'opposition qui, à chaque fois, voulaient négocier avec la majorité pour intégrer ces partis de la majorité. Clairement, l'USFP, pour ne pas le nommer. Et puis, on a une autre moitié, constituée du PJD et du PPS, qui, eux, ont gardé une certaine ligne de véritable opposition, pas de soutien critique, mais d'opposition. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a finalement? On a deux partis politiques qui, véritablement, opposés à la majorité. Mais ont-ils proposé quelque chose? À part les discours populistes de Abdellah Ben Kiran, pas grand-chose. Alors, si on reprend la classification qu'il a donnée, qui est assez intéressante, effectivement, on va prendre le cas du PPS et du PJD. PPS, PJD, vous en parlez tout à l'heure, voilà deux partis qui ont été alliés. Maintenant, et que rien, je veux dire, ne rapproche spécialement. C'est contre nature, vraiment. C'était contre nature, mais bon, ils ont fait quand même un travail. Moi, je me rappelle de la loi 1912 sur le personnel de maison. C'était passé sous Ben Kiran, je pense, et ça avait été modéré, enfin arrangé avec l'intervention de Ben Abdallah. Ça peut faire des choses. Maintenant, ils sont tous les deux dans l'opposition, toujours PJD et PPS, toujours dans l'opposition, mais voilà qu'ils ne s'accordent pas sur l'histoire de Moudouana. Par exemple. Alors, l'opposition a dit, est-ce qu'on est condamné à avoir une opposition qui se va... si on prend le cas espagnol ou la français, ils ont la même chose au niveau de leur opposition, émiettée. D'un côté l'extrême droite, d'un côté l'extrême gauche. Et ça profite toujours à la majorité. La preuve... Ils ont une expérience électorale démocratique plus ancienne que nous. Comment vous voyez les choses pour l'opposition? C'est-à-dire que l'opposition... Elle est quand même consacrée par la Constitution. Mais bien sûr, mais il faudrait qu'elle joue son rôle de véritable contre-pouvoir. Parce qu'il s'agit de négociation, de confrontation entre des pôles de pouvoir. Et quand bien sûr, par les chiffres, par les faits, l'opposition a été écrasée. Et écrasée pourquoi? Il faudrait qu'il y ait une autocritique. L'Istiqlal est le chantre de ce concept, mais par exemple le PJD, qui a conduit le PJD à sa perte? Ce sont les choix de ses électeurs internes qui maintiennent un bonhomme d'un autre âge et dont la voix n'est audible que par des gens qui veulent bien écouter ce qu'il dit. Le PJD a raté l'occasion en or de renouveler sa direction. Oui, c'est le PJD. Parce qu'il avait encore de la marge pour revenir, mais... Et il avait des cadres pour changer de discours, donner un autre visage de ce parti, mais c'est une erreur historique. Justement, j'ai préparé une question sur la politique. L'un des mots de la politique, c'est l'ego, et parfois des hommes... Exactement. Et vous en parlez tout à l'heure, la personnification du personnel politique au Maroc. C'est un danger pour la démocratie. Est-ce que vous pensez, pour rester sur le PJD, d'abord c'est un parti dont on ne peut pas remettre en cause l'approche et la pratique démocratique. Deuxièmement, est-ce qu'on peut honnêtement reprocher à des militants d'avoir reconduit quelqu'un que peut-être que nous, on n'apprécie pas, c'est notre droit, de la même manière que c'est du leur de leur... mais exactement, nous dressons... S'ils ne sont pas élus, ils ne sont pas élus. Peut-être qu'ils veulent rééditer l'histoire. Exactement, non. Leur choix, c'est leur choix. Je dis que c'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux qu'ils n'ont pas saisi une occasion historique pour repositionner leur parti vers autre chose qu'un modèle de patriarche, etc. Voilà. Alors, autre chose, est-ce que, depuis tout à l'heure, on parle opposition, majorité, le peuple, la classe politique, etc. Et on se met toujours au niveau législatif, au niveau parlementaire, majorité, opposition, on parle très peu des territoires.
on parle très peu de la commune, un peu moins de la région, parce que la région, vous avez bien fait de le soulever. C'est pas très accessible à la population, mais les communes. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une véritable opposition? Ce qu'on vend, par exemple, le PPS, le PJD, l'USFP, ce sont des armées qui sont dans les quartiers. Clairement. Ce sont des associations de quartier, ce sont des amicales, ce sont des clubs. Ils sont où vous n'en parlez pas, vous-même, vous n'en parlez pas. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que c'est le maillon faible de la politique au Maroc. C'est l'élu local. On a bien vu, par exemple, à l'occasion de la CAN, que notre pays est capable de miracles, de réaliser des choses quand ils sont supervisés directement par Sa Majesté le Roi. Les choses vont aller très vite. Il y a Rabat, le centre, qui décide, qui supervise. Les choses vont très très bien, très vite, et une reconnaissance mondiale, etc. Mais au niveau local, il y a des budgets qui sont bloqués parce que certains se disputent des intérêts personnels. Et on se rappelle de la mise en garde de Selftit très peu de temps avant la CAN, il y a de la mauvaise gouvernance constatée au niveau local. Et c'est là le maillon faible de la politique, parce que l'électeur, il est en contact direct avec l'élu local et il le voit arriver désargenté et grimper l'échelle sociale, achetant une voiture de luxe, une maison, etc. et s'éloignant du lieu de ses électeurs pour habiter un quartier ou un douar plus intéressant, etc. Là, vous avez bien fait de nous rappeler à l'ordre. Nous avons oublié le maillon essentiel de la politique, c'est le maillon local, et c'est là où réside notre faiblesse. On parle sur un autre temps électoral, puisque là, on parle directement des élections municipales. Excusez-moi, non, je ne parle pas des élections. Je dis, et d'ailleurs, je voulais vous reprendre sur un truc que vous avez dit, je ne parle pas de l'élu local, qui soit délicat ou indélicat, qui soit compétent ou incompétent. Je parle des problèmes des populations, sont des problèmes locaux. C'est l'électricité du quartier, c'est les certificats et les attestations à sortir, ce sont le quotidien. Que l'élu local fasse son travail, c'est très bien, il sera réélu. Il ne faut pas généraliser. Pas clairement. Il y a tellement de localités au Maroc. Clairement, mais on a vu, il y a des dysfonctionnements, comme on a vu avec les manifestations d'Eitbougmez. Ils étaient où, les élus locaux? Clairement. Il était avec eux, l'élu local, il est descendu avec elle de la montagne, et on lui a reproché de faire de la politique, alors que, justement, vous citez le mauvais exemple, les Dawassine, parce que le président de la commune, qui est PJD, a pris la tête de cette marche, et on lui a reproché d'avoir fait de la politique. Il a fait son job. Mais c'était à lui de répondre aux demandes des manifestations. C'est lui qui vote le budget. C'est lui qui a les possibilités de créer un centre de santé ou pas. C'est ça le problème. Donc à quoi servent ces élus? On n'a qu'à enlever les élus locaux et on laisse le ministère de l'Intérieur tout gérer. Alors c'est ce que je voulais dire en fait. C'est là où je voulais continuer la discussion. C'est que maintenant, vous avez un élu, par exemple, allez, on va dire un élu RN, d'accord, élu local. Il fait pas son travail. Eh bien, pourquoi les autres partis, le travail, c'est ça que je voulais dire, pourquoi les autres partis ne font pas leur campagne électorale sur les 5 ans séparant les 2 élections ou les 6 ans, en allant redresser un peu les torts qu'il y a dans ces quartiers. C'est ce que j'appelle, je ne parlais pas de l'élu local en lui-même, c'est-à-dire qu'il est élu, on n'en parle pas. Je parle de l'action. C'est-à-dire, vous avez un élu, il est RNI, il est Stiqlal, il est UC, il est ce que vous voulez, on le laisse faire, et je n'ai pas l'impression qu'il y a véritablement une action des partis politiques. C'est aussi là que ça se joue, les élections. Clairement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le RNI a quand même réussi quelque chose de remarquable. Lors des dernières élections municipales et régionales, il a conduit la même majorité qu'au niveau du gouvernement pour les localités. On voit, c'est une majorité à Casa dirigée par le RNI avec les mêmes partis qui constituent le gouvernement. Pareil à Rabat, pareil dans les grandes villes. Donc ça a donné de la cohérence politique. Mais maintenant, si vous voulez, comment on peut critiquer des partis qui dirigent certaines communes par les mêmes partis d'opposition dont on vient de parler tout à l'heure, qui sont le PJD, le SFP. Et vous faites bien de souligner qu'en aucun cas on généralise. Non, il y a des élus locaux, il y a des communes, il y a des organes élus qui font très, très bien leur travail. Mais
il y a aussi des problèmes. Et nous sommes là aussi pour souligner les problèmes. Et parmi les problèmes, c'est ça. D'abord, vous parlez de parti politique, pour faire le lien entre le parti politique et l'élu local, il doit y avoir des formations. Quel élu local, quel candidate ont choisi pour les douars, les djora, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut réunir dans un dîner 1000 personnes qu'il est éligible et qu'il pourrait faire l'affaire. Donc la question de la compétence, peut-être, pour changer d'époque, il faudrait que la question de la compétence puisse être prégnante dans les choix du personnel politique. C'est de la sociologie politique. Généralement, les élus ressemblent on va dire, sociologiquement aux gens qui peuplent la commune où ils vivent. Donc, on n'est pas la France qui a une culture politique qui a des siècles. Donc, le Maroc est encore en phase d'apprentissage démocratique. Et je pense que les communes aussi, on sait qu'il y a des dysfonctionnements. Mais la démocratie, ça s'apprend. Les compétences, ça va venir avec la montée des nouvelles générations qui sont un peu plus cultivées, voilà. Vous savez, après le discours royal de la fête du trône, il y a eu donc le concept de programme développement territoriaux intégrés. Et suite à ça, il y a eu des rencontres de concertation dans les différentes wilayas et provinces. J'ai eu la chance de pouvoir assister à celle de Casa. Et c'est là où on voit la véritable démocratie en marche, c'est là où on a vu les quartiers. Alors, il y avait les élus communaux, il y avait les représentants de quartier. Alors, tous les problèmes qui peuvent vous passer par la tête, les problèmes d'assainissement, les problèmes de santé, les problèmes d'handicapés, les problèmes d'handicap, les problèmes d'emploi, les problèmes de tous les problèmes possibles et imaginables. C'est pour ça que je dis ça, parce que finalement, c'était une discussion directe entre les élus et les citoyens. Ça a été organisé par l'administration, ça a été organisé par les wilayas, par les provinces. Donc c'est ce que je disais, c'est à partir de ce moment-là où, quand il y a des élus communaux ou des responsables de partis dans les quartiers, alors c'est peut-être ça le problème, c'est que les partis ne sont pas tous représentés dans les quartiers, sauf les grands partis. Ne sont pas représentés dans les quartiers, donc ils n'ont pas... Et encore, vous parlez de quartiers, que dire des douars éloignés, enclavés, etc. C'est ça. Alors, il nous reste 5 minutes, on va faire un peu de politique fiction, messieurs. Nous sommes à l'été 2026, à la fin de l'été 2026, le mondial est passé. On y espère une belle performance, donc on était en demi-finale. Je ne vous dis pas le résultat du score, vous êtes censé le connaître. Et la campagne électorale a commencé. Selon vous, quand il y aura les candidats et les électeurs qui vont se faire face, qu'est-ce que les jeunes diront à leurs élus sortants, Reda Mohsin? Qu'est-ce que vous avez fait? Recandidat. Moi, je suis un jeune. La question la plus simple, c'est qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans? Qu'est-ce que vous avez fait pour les citoyens pendant 5 ans? Une question simple. Au niveau de l'emploi, on est à 13% de chômage. Au niveau de l'assurance maladie, il y a eu certes des avancées, mais la répartition territoriale n'est pas... Il n'y a pas que des élus du trio de tête, il y a des élus aussi, des candidats aussi qui viennent de l'opposition. Bien sûr, mais le citoyen lambda, il ne sait pas forcément si son candidat fait partie. Dès qu'il est au Parlement, c'est qu'il a une part de responsabilité. Oui, d'accord, effectivement, vous avez raison. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait pour moi? واش وصلتي صوتي البرلمان الحكومه المخزن carrément. Donc voilà, ça va être, comme vous avez dit, un langage direct avec l'élu. À l'élu d'avoir des éléments de langage pour convaincre et répondre à cette jeunesse-là. Comme je voulais vous le dire, c'est le vote. On sent le vote sanction, mais enfin, le vote sanction, ce n'est pas uniquement contre la majorité, mais c'est aussi contre l'opposition, apparemment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on parle d'opposition, un Nabil Abdullah, un Ben Kiran, etc., aujourd'hui, les Marocains ont essayé, la plupart des partis qui sont fortement structurés, etc., on les a tous testés au pouvoir, non? Oui. Donc, alors, vote sanction ou pas, tout dépendra du résultat de la Coupe du Monde. Si on a le moral, etc., parce que il ne faut pas oublier. Voter. Après, pour le reste, pour qu'ils votent là. Il va falloir peut-être redoubler d'efforts pour amener les gens à voter. Parce que pourquoi on ne vote pas?
Parce qu'on est sûr que notre pays marche et que ça va, quoi. Qu'il n'y a pas danger. Il n'y a pas danger. Il faut sensibiliser peut-être encore plus, surtout la jeunesse, qui est la moins votante. Hein, et la jeunesse citadine en particulier, qui, en postant par exemple quelques phrases sur Facebook ou autre, croit avoir fait son devoir et fait sa révolution. Non, il y a un effort à faire. Pour changer les choses, il faut voter, il faut faire de la politique, et le champ est aujourd'hui ouvert. Et je regrette que la campagne récemment pour le renouvellement des cartes électorales, elle est quasiment passée sous silence. D'habitude, normalement, on entend dans tous les médias, il faut aller s'inscrire. Je crois qu'il y en a une autre qui va arriver en mars. Bah, espérons. C'est ce qu'ils font. Et les partis doivent aussi jouer leur rôle là-dessus, pourvu qu'on ne les taxe pas de mener campagne avant terme. Alors, en 30 secondes, parce qu'il nous reste un peu plus que 30 secondes, sur quoi devra se jouer, selon vous, la prochaine élection? Je commence par vous, Reda Bouhsine. Jeunes, emploi, Cannes mondial, plan d'autonomie, éducation, santé. L'emploi et la qualité de l'emploi, c'est-à-dire la précarité de l'emploi, je pense que c'est des éléments importants. Santé, bien sûr, et habitat, logement décent, etc. Très bien. Merci, messieurs. Merci pour vos lumières. Merci pour vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.